Bonjour, merci d'être là. Je vous propose de démarrer l'interview de Grégoire Santil, qui est le président de NextStage, qui se trouve d'ailleurs juste derrière nous. Voilà, donc vous pourrez poursuivre les échanges avec les équipes si notre petit quart d'heure ne vous suffit pas. Alors, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, votre société NextStage est cotée depuis assez peu sur le compartiment C d'Euronext. Voilà, donc peut-être pour les gens qui ne connaissent pas encore votre société, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'activité qui est un peu spéciale, hein ? Bien sûr. Spéciale et en même temps pleine de sens. Donc nous avons créé NextStage au printemps 2015 qui s'appuyait sur toute l'expérience développée par NextStage AM depuis 2002. Donc c'est pas une création ex nihilo. Et NextStage s'est coté à peine un an et demi après, puisque en décembre 2016, nous avons coté NextStage et on avait à l'époque levé 27 millions d'euros et on a fait une augmentation de capital au mois de novembre 2017, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, et qui, elle, était de 48 millions d'euros, pratiquement le double de ce que nous avions levé au moment de la cotation. Et donc peut-être qu'on peut rappeler, c'est que la stratégie d'investissement, elle est bien, c'est une philosophie très, très simple qui est de dire on investit en fonds propres avec peu ou pas de levier, c'est-à-dire peu ou pas de dette, dans des entreprises de taille moyenne qui font entre 10 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, le cœur de cible étant constitué par des entreprises qui font entre grosso modo 20 et 150 millions d'euros, qui ont des potentiels de croissance importants, qui innovent sur leur cœur de métier et qui ont le potentiel de devenir les champions de leur marché, soit à l'échelle de la France, soit à l'échelle de l'Europe, ou encore mieux à l'échelle du monde. Voilà. Quels sont vos axes un peu d'investissement, ou on va dire vos critères d'investissement quand vous choisissez une entreprise pour votre portefeuille ? Vous pouvez regarder ça comme une abscisse et une ordonnée. Il y a toujours trois axes. D'abord, c'est la qualité des entrepreneurs, parce que la qualité des entrepreneurs, c'est comme c'est le premier déterminant. Le deuxième axe, c'est si on se dit on investit en fonds propres, on n'a pas de dette, et donc du coup, quel est le potentiel de croissance de l'entreprise et comment est-ce qu'elle innove, comment est-ce qu'elle se positionne sur son marché. Et puis un troisième axe, c'est comment est-ce qu'elle se positionne sur ce qu'on appelle nous, non pas des secteurs, mais des tendances de fond. Nous, on pense que j'ai écrit récemment un bouquin avec Eric Orsena sur la troisième révolution industrielle qui émerge, et on dit il ne faut plus continuer à raisonner de manière sectorielle parce que c'est dangereux et c'est devenu obsolète. Mais par contre, il faut raisonner de manière transversale. Et donc, on investit autour de 4 tendances de fond. Une économie qui est de plus en plus drivée par la valeur de nos émotions et de la qualité de l'expérience client. Pourquoi est-ce qu'Apple vaut beaucoup plus que Samsung, par exemple ? Deuxième tendance de fond, autour de tout ce qui est économie à la demande et du partage. C'est toutes les plateformes digitales. C'est un des cœurs d'expertise de NextStage. Vous avez aujourd'hui les 7 premières entreprises au monde qui ne sont plus Walmart, Exxon ou Citigroup, mais qui sont Google, Facebook, Amazon ou Tencent avec WeChat. Troisième tendance de fond, et je vous donnerai peut-être un exemple là-dessus, par exemple, sur l'Internet industriel. C'est l'idée que les industriels du XXIe siècle qui créent de la valeur ne sont pas juste des gens qui fabriquent des produits, mais qui intègrent le plus de valeur en amont, par exemple, avec la robotisation, ou en aval, avec l'Internet des objets ou l'intelligence artificielle. Et puis la quatrième et dernière tendance de fond, c'est celle de ce qu'on appelle l'économie positive, l'idée contre-intuitive que c'est ceux qui régénèrent le plus l'environnement, qui créent le plus de valeur, parce que comme on est de plus en plus nombreux sur cette planète, ça a beaucoup de valeur. Alors peut-être on peut prendre un exemple. Alors voilà, est-ce que vous avez quelques exemples justement pour illustrer ces tendances, ces axes d'investissement ? Bien sûr, on peut prendre peut-être 2 ou 3 exemples rapides. Par exemple, on a investi aux côtés d'un entrepreneur qui s'appelle Boris Bro, qui a 38 ans, qui avait déjà eu un gros succès dans le domaine des caméras digitales embarquées dans les smartphones. Et il y a 4 ans, il a créé une entreprise qui s'appelle Be Over the World, et dont la marque est Micronos, qui conçoit, développe des montres connectées à destination d'une cible plutôt jeune. C'est la même gamme de prix
Voilà, c'est réalisé par c'est un investissement qui a été réalisé par le jeune et sémillant Nicolas de Saint-Etienne et Julien Potier que je salue ici. Et il est fabless, c'est-à-dire qu'il conçoit, développe tous les logiciels, etc. Et très rapidement, ils sont développés, pas simplement en France, pas simplement en Europe, mais aussi bien en Asie, en Chine, au Japon, qu'aux États-Unis. Il est distribué chez Walmart. Il a lancé la première montre connectée avec des aiguilles, mais qui n'a pas besoin d'être rechargée pendant l'espace d'un mois, ce qui a beaucoup de valeur. Il a lancé ça avec beaucoup de succès sur Kickstarter. C'est le plus gros succès de Kickstarter sur les 220 000 projets en dehors des États-Unis depuis la création de Kickstarter. Puis il a été contacté par une petite boîte qui s'appelle Philip Morris, qui a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient investi 20 millions de dollars dans l'entreprise pour en faire un élément clé de leur stratégie dans le domaine de la santé. D'accord. Ce qui est original. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, en fait, vous investissez vraiment dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Voilà, votre, de taille moyenne. Votre talent, votre différenciation, en tout cas, c'est vraiment d'aller dénicher ces pépites. Vous en avez combien aujourd'hui en portefeuille? Aujourd'hui, nous en avons 12. Et notre objectif, c'est l'optimum de diversification qui avait été défini par Benjamin Graham. C'est d'en avoir à terme 40 à 45, ce qui permet d'avoir une bonne diversification. Et en fait, la réflexion très simple, c'est de dire c'est difficile d'avoir accès à ces entreprises de taille moyenne qui sont la plupart du temps non cotées. Et donc, nous, on y a accès. Et donc, en fait, le fait d'être coté permet d'avoir accès à un sous-jacent. Je rappelle que le capital d'investissement a une performance qui est en moyenne à peu près 2 fois supérieure à celle du CAC 40 ou à celle de l'immobilier. Et je ne parle pas de la rentabilité des contrats en assurance vie en croissance. On est en moyenne entre 8,7 et 10%. Et c'est une classe d'actifs qui est moins volatile. Donc, c'est intéressant de pouvoir y accéder au travers d'une société qui elle-même est cotée et dont le sous-jacent est à hauteur de 75 ou 80% constitué par des investissements dans ces entreprises de taille moyenne. Je rappelle 2 choses. D'abord que c'est ce qui fait le succès de l'Allemagne ou de l'Italie. On connaît les chiffres de l'Allemagne avec son Mittelstand, mais c'est la même chose pour l'Italie. C'est ça qui nous fait défaut encore aujourd'hui. Or, il y a plein de potentiel. Et deuxième point, c'est qu'on a oublié une chose très importante, c'est qu'il y a 30 ans, on a aujourd'hui des Total ou des L'Oréal qui sont sur le salon actionnariat. On a oublié une chose, c'est qu'il y a 30 ans, c'était les entreprises multinationales qui tiraient avantage de la mondialisation, les grandes multinationales nord-américaines ou européennes ou asiatiques. Et maintenant, on s'aperçoit que, parce qu'elles sont plus agiles, plus petites mais plus agiles, les entreprises de taille moyenne, elles tirent formidablement avantage de la mondialisation parce que dans l'intervalle, il y a Internet qui s'est développé et qu'en Europe, on est dans une situation où on a encore 42% du chiffre d'affaires qui est réalisé par des entreprises de taille moyenne qui ont un actionnariat familial et c'est un sous-jacent très important. Je rappelle qu'il n'y a que 600 entreprises de taille moyenne cotées en bourse. Donc il y a un sous-jacent qui est beaucoup plus important. En passant par un investissement simple en action sur Nextage, oui. Vous avez accès à finalement un vivier de sociétés non cotées. Bien sûr. Qu'on a sélectionné. De pépites finalement. Voilà. Et pour donner un ordre d'idée des pépites, c'est, vous voyez par exemple depuis le début de cette année, on a reçu à fin septembre, on était à 241 dossiers reçus. Et on en a fait 4. Voilà, c'est ça le degré de sélectivité. Et ensuite, l'idée, c'est que, vous savez, en France, on a fini par considérer que c'était normal de couper les arbres tous les 5 ans. On est investisseur aux côtés de ces entrepreneurs sur des horizons de temps qui ne sont pas forcément de 5 ans, mais qui peuvent être de 10 ans, 15 ans. Comme un arbre, si vous voulez qu'il grandisse, il faut aussi lui donner le temps de croître, en particulier s'il se développe à l'international. Les sociétés dans lesquelles vous investissez sont exclusivement françaises? Vous avez aussi des étrangères? Alors sur les 12 investissements, on a 8 investissements dans des entreprises qui sont en France, avec toute une exposition. Et on en a une en Belgique, une au Luxembourg et deux en Suisse. Vous voyez, on est sur la France et ce qu'on appelle l'Europe continentale en premier lieu. D'accord. Vous avez un objectif ambitieux en termes de nouveaux investissements. À quelle échéance vous pensez remplir cet objectif-là et comment vous vous organisez au niveau de votre équipe, par exemple, pour essayer de découvrir ces sociétés? Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que depuis qu'on s'est coté en bourse, puisque je rappelle que Nextage AM, lui, existe depuis 15 ans, on a assisté à une accélération de notre deal flow, c'est-à-dire le nombre d'opportunités d'investissement qu'on reçoit, de près de 30% depuis un an.
parce que notre histoire devient plus connue. Et donc, il y a une deuxième raison, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne cherchent pas nécessairement à avoir un investissement avec des gens qui sont forcément majoritaires ou qui ont mis forcément de la dette, etc., et qui forcément vont devoir sortir dans 4 ans ou dans 5 ans. C'est la culture du capital patience et du long terme. Donc on a beaucoup plus de deal flow là-dessus, et du coup ça permet d'avoir des échanges de plus grande qualité. Quand on se marie pas forcément que pour 4 ans ou 5 ans. Est-ce que vous, on arrive presque à la fin de notre entretien, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être une ou deux valeurs particulièrement intéressantes dans vos portefeuilles pour des actionnaires individuels ? Bien sûr, donc on a parlé de BAO tout à l'heure. Je vais en citer peut-être deux autres. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Linxia, qui a été créée en 2001, qui est un des deux premiers acteurs indépendants en France dans le domaine de la distribution de produits d'assurance vie sur Internet. Ils ont franchi cette année le cap du milliard d'euros d'actifs sous gestion. Le rythme de la collecte progresse à des vitesses stratosphériques et ils ont à la fois des très bonnes performances et des coûts très serrés qui leur permettent d'avoir une offre. Je prends un deuxième exemple. On a investi récemment dans une entreprise qui s'appelle Dreamio Charter, qui est le numéro 2 mondial de la location de bateaux. Une entreprise qui, elle aussi, a été créée en 2000, qui a cru à un rythme de 15 à 20% par an, qui font maintenant 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise très rentable qui génère des cash flows. Et on voit bien que quand vous partez au Club Med, que j'aime beaucoup, en vacances, ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter 3 ou 4 000 euros par semaine et par personne. Quand vous louez un bateau et que vous êtes aux Seychelles, aux Maldives, aux Caraïbes, ça va vous coûter plutôt 1 500 ou 2 000 euros. Et ça répond à une demande de fonds et qui développe à toute vitesse également. Alors pour conclure, peut-être, si vous deviez donner une ou deux raisons pour lesquelles un actionnaire individuel aurait intérêt à investir dans NextStage, qu'est-ce que ce serait ? Alors, d'abord, il y a une réassurance parce que NextStage a déjà été choisi par des très grands investisseurs privés et des très grands investisseurs institutionnels. On a la famille Bettencourt, on a la famille Pinault, on a la famille Hermès, donc on a des gens de premier plan. On a des très grands investisseurs institutionnels, je pense à Amundi, je pense à AXA, je pense à Ardian, je pense au Fonds de garantie de l'assurance. Donc il y a des gens sérieux qui nous connaissent depuis longtemps et qui ont décidé d'investir et de réinvestir chez nous. Donc ça veut dire qu'ils savent ce qu'on fait et ils savent le sérieux avec lequel on fait, parce que croyez-moi, ils sont aussi exigeants que les gens qui sont ici dans cette salle. Donc jusqu'à présent, on disait toujours que le capital investissement, c'est réservé aux très grands investisseurs privés ou institutionnels. Mais là, il est accessible. Et puis, on a, nous, investi dans des proportions très importantes, puisqu'on a investi, l'équipe d'associés et d'investissement a investi près de 13 millions d'euros là-dedans. Et donc, on a un alignement d'intérêt qui est total, puisqu'en plus, nous sommes rémunérés en termes de surperformance que si nous faisons au-delà de 8% d'amélioration du cours de bourse chaque année. Donc ça veut dire quelles sont nos ambitions. C'est motivant. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Grégoire Santil, président de NextStage. Merci. Merci infiniment.